Bonjour, c'est Eric Pruvot. Bienvenue dans l'épisode 6 des cours de maths de niveau Bac+1. Dans cet épisode, nous allons parler de relations binaires. Nous avons décomposé de manière arbitraire le programme de première année en 7 grandes parties. Nous sommes actuellement dans la partie raisonnement et ensemble. Dans cette partie, nous avons déjà abordé 5 épisodes, la logique, les quantificateurs, les raisonnements, les ensembles et les applications. Dans cet épisode, nous abordons un sujet particulier, les relations binaires. Cette vidéo comporte 6 parties. Tout d'abord une introduction, une sensibilisation à la notion de relation binaire, puis dans la deuxième partie des définitions formelles de ces relations. Dans la troisième partie, nous étudions un type particulier de relation, la relation d'ordre. Dans la partie numéro 4, nous exploitons la notion de relation d'ordre pour aborder des objets particuliers comme les majorants, les minorants, les bandes supérieures et la notion d'élément maximal. Dans la cinquième partie, nous abordons le deuxième type fondamental de relation binaire, les relations d'équivalence. Enfin, dans la sixième partie, nous abordons des compléments pour ceux qui veulent aller plus loin. Première partie, introduction. Dans cette partie, nous allons nous sensibiliser à la notion de relation binaire. Dans l'épisode précédent, nous avons étudié les correspondances, c'est-à-dire des triplets EF gamma, où gamma est une partie de E croix F, le produit cartésien de E par F. En particulier, nous avons défini les notions d'application et de fonction. Voici un exemple d'application définie de E dans F. Les éléments de E sont reliés à des éléments de F par une application petit f. Maintenant, nous allons considérer le cas où grand E égale grand F. La correspondance est alors définie par le triplet EE gamma, où gamma est une partie de E croix E, le produit cartésien de E par E. Le triplet EE gamma, où gamma est une partie de E croix E, est appelé relation binaire sur E, et on le note avec un R arrondi, soit x et y deux éléments de E. Si le couple XY appartient à gamma, alors on dit que x et y sont en relation, et on écrit x relié à y. Alors attention, x relié à y n'est pas équivalent à y relié à x. L'ordre dans lequel on place les deux éléments a une importance. Il est important de comprendre qu'une relation binaire opère sur un même ensemble, alors qu'une application ou une fonction opère sur deux ensembles. Dans une relation binaire, on met en relation des éléments d'un même ensemble. Voici quelques exemples de relations binaires. L'égalité, x égale y. La relation inférieure ou égale. La relation d'inclusion dans l'ensemble des parties d'un ensemble. La relation de divisibilité. Et enfin, dans le plan, la relation de parallélisme et d'orthogonalité de deux droites. Faisons maintenant le point sur les notations que nous allons utiliser. Grand E désigne un ensemble, E croix E désigne le produit cartésien, c'est-à-dire tous les couples possibles que l'on peut former avec deux éléments de E. P de E croix E, c'est l'ensemble des parties de E croix E. R, la notation pour la relation binaire. Gamma, c'est le graphe, c'est une partie de E croix E. Et enfin, si le couple XY appartient à gamma, cela signifie que X est relié à Y. Deuxième partie, relation binaire. Dans cette partie, nous allons définir ce que l'on appelle une relation binaire. Qu'est-ce qu'une relation réflexive, symétrique, transitive, antisymétrique? Et enfin, nous définirons les deux types de relations binaires essentielles, la relation d'équivalence et la relation d'ordre. Définition, soit E un ensemble, on appelle relation binaire sur E toute partie de E croix E. Voici un exemple. L'ensemble grand E est réduit au singleton petit a. E croix E, le produit cartésien de E par E, c'est le couple A, A. L'ensemble des parties de E croix E, c'est l'ensemble vide et E croix E lui-même. Définissons une relation binaire sur E, la relation A est reliée à A. On peut donc dire que R est égal au couple A, A. Voici un autre exemple. E est égal à A, B. E croix E, c'est l'ensemble de tous les couples que l'on peut former avec ces deux lettres, AA, AB, BB et BA. Dans notre exemple, A est relié à lui-même et A est relié à B. Donc R est égal au couple AA et au couple AB. Définition, une relation binaire R est dite réflexive si pour tout élément x de E, on a x relié à x. La réflexivité est donc le fait que tout élément de E est relié à lui-même. Quelques exemples. L'égalité est une relation réflexive, en effet, tout réel est égal à lui-même. L'inclusion, qui s'entend au sens large, dans l'ensemble des parties de E, est une relation réflexive. En effet, toute partie est incluse dans elle-même. Deuxième définition. Soit R une relation binaire sur E, on dit que R est transitive si pour tout élément x, y, z de E, x relié à y et y relié à z implique x relié à z. Voici un exemple. L'inclusion dans l'ensemble des parties. Si A est inclus dans B et que B est inclus dans C, alors A est inclus dans C. Définition. Soit R une relation binaire sur E, on dit que R est symétrique si pour tout élément x, y de E, x relié à y implique y relié à x.
Voici quelques exemples de relations binaires symétriques. L'égalité dans l'ensemble des réels. En effet, quels que soient deux réels x et y, x égale y implique y égale x. Dans le plan, la relation d'orthogonalité est une relation binaire symétrique. En effet, quels que soient deux droites D et D', si D est orthogonal à D', alors D' est orthogonal à D. Définition, soit R une relation binaire sur E, on dit que R est antisymétrique si pour tout élément x et y de E, x relié à y et y relié à x implique x égale y. Qu'avons-nous comme exemple? L'inclusion est une relation antisymétrique. En effet, pour toute partie A et B de E, A includant B et B includant A implique A égale B. La divisibilité dans l'ensemble des entiers est une relation antisymétrique. N divise P et P divise N implique N égale P. En mathématiques, on s'intéresse en particulier à deux types de relations binaires qui jouent un rôle essentiel, les relations d'ordre et les relations d'équivalence. Une relation d'ordre est une relation qui est réflexive, antisymétrique et transitive. Une relation d'équivalence est une relation qui est réflexive, symétrique et transitive. Par conséquent, la seule différence qui existe entre une relation d'ordre et une relation d'équivalence réside au niveau de la symétrie et de l'antisymétrie. La relation d'équivalence est symétrique, alors que la relation d'ordre est antisymétrique. Il existe une seule relation, qui est à la fois une relation d'ordre et une relation d'équivalence, c'est la relation d'égalité. En effet, quels que soient deux éléments de E, x égale y implique y égale x. Par ailleurs, quels que soient deux éléments de E, x égale y et y égale x implique bien évidemment x égale y. Troisième partie, relation d'ordre. Soit R une relation binaire sur E. On dit que R est une relation d'ordre si elle est réflexive, antisymétrique et transitive. On dit que l'ensemble E est un ensemble ordonné par R. L'égalité dans un ensemble E est une relation d'ordre. En effet, pour tout élément x, y, z de E, x est égal à x égale y et y égale x implique x égale y. Enfin, x égale y et y égale z implique x égale z. Cet ordre est appelé ordre trivial. L'inclusion dans l'ensemble des parties d'un ensemble E est une relation d'ordre. On dit que P de E est ordonné par la relation d'inclusion. Toutefois, étant donné deux parties quelconques, A et B de E, on n'a pas forcément A inclus dans B ou B inclus dans A. On dit qu'il s'agit d'un ordre partiel. Prenons un exemple, E égale à B. L'ensemble des parties de E est égal à l'ensemble vide, les deux singletons A et B et la paire A,B. Dessinons le diagramme de Hasse. Ce diagramme permet de représenter une relation binaire de manière simplifiée. Les éléments reliés à eux-mêmes ne sont pas représentés. Ensuite, on part du bas et on progresse vers le haut. Donc ici, l'ensemble vide est inclus dans le singleton A et dans le singleton B, ce qui explique les deux premiers traits et la position basse de l'ensemble vide. Par ailleurs, le singleton A est inclus dans la paire AB et le singleton B est également inclus dans la paire AB. Dans R, la relation inférieure égale est une relation d'ordre total. En effet, quels que soient deux éléments x et y de R, il est toujours possible de définir une relation entre les deux. Soit x est inférieur ou égal à y, soit y est inférieur ou égal à x. Tous les éléments de R sont des éléments comparables par la relation inférieure ou égale. Prenons l'ensemble E réduit à 1, 2, 3 et dessinons son diagramme de Hasse. 1 est tout en bas, 1 est plus petit que 2 et 2 est plus petit que 3. La relation de divisibilité dans N est une relation d'ordre partiel. La relation de divisibilité dans Z n'est pas une relation d'ordre. Elle n'est pas antisymétrique. En effet, 2 divise moins 2 et moins 2 divise 2. Or, moins 2 est différent de 2. Prenons le cas où E est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6 et dessinons son diagramme de Hasse pour la relation A divise B. 1 est tout en bas. En effet, 1 divise tous les éléments de E. 1 divise 2, 1 divise 3, 1 divise 5. 2 divise 4, 3 divise 6 et 5 ne divise aucun nombre. Vous remarquerez que dans le diagramme de Hasse, on ne représente pas tous les traits possibles. En effet, 1 divise 4 et on ne trace pas de trait entre 1 et 4 puisque 1 est indirectement relié à 4. Soit E, un ensemble muni d'une relation d'ordre que nous avons notée en rose, et soit F, un ensemble muni d'une autre relation d'ordre que nous avons notée en bleu. Une application de E vers F est dite croissante ou isotone si elle conserve l'ordre, c'est-à-dire quel que soit x et y appartenant à E, x inférieur ou égal à y implique f de x inférieur ou égal à f de y. Quatrième partie, majorant-minorant. La plus-value de la notion de relation d'ordre est de définir un ordre sur un ensemble E. On dit alors que E est ordonné. Une telle relation permet de comparer entre eux les éléments de cet ensemble et de définir des éléments particuliers que nous allons étudier en détail dans cette partie. Nous allons distinguer 4 types d'éléments remarquables. La notion de majorant,
et sa notion duale de minorant, la notion de plus grand élément, notion duale plus petit élément, la notion de borne supérieure et donc de borne inférieure, et enfin la notion d'élément maximal et sa notion duale d'élément minimal. Commençons par une définition. Soit E un ensemble ordonné par une relation d'ordre. On dit que petit m, un élément de E, est un majorant d'une partie grand A de E si quel que soit x appartenant à grand A, x est inférieur ou égal à petit m. Dans le cas d'un majorant, il n'appartient pas forcément à la partie grand A. Il n'y a pas forcément unicité. Un majorant, c'est donc un élément qui est plus grand que tout élément d'une partie A de E. Voici un exemple. L'ensemble grand E contient les éléments 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Grand A est la partie qui contient les éléments 4 et 5. Les majorants de cette partie sont 5, 6 et 7. On remarque que 5 est un majorant qui appartient à A, alors que les majorants 6 et 7 n'appartiennent pas à la partie A. Regardons maintenant ce qui se passe pour des intervalles de réel. L'intervalle de 8, fermé à gauche, ouvert à droite, est majoré par 8, par 10, par 12, par 20, etc. etc. L'intervalle de 8 a une infinité de majorants, c'est l'intervalle fermé à gauche 8 plus l'infini. Définition. Soit E un ensemble ordonné par une relation d'ordre. On appelle plus grand élément d'une partie A de E un élément grand M de A qui est plus grand que tous les autres. Soit encore, quel que soit x appartenant à A, x est inférieur ou égal à grand M. Attention, contrairement à la notion de majorant, le plus grand élément d'une partie A de E appartient à cette partie et il est unique. Voici donc deux différences essentielles par rapport à la notion de majorant, l'unicité et le fait d'appartenir à la partie. Voici un exemple. L'ensemble grand E contient les éléments 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La partie A de E contient les éléments 3, 4 et 5. 5 est le plus grand élément de la partie A, et il est unique. Le plus grand élément d'une partie A est un majorant de A. Voici un exemple. L'intervalle 2, 20 ne possède pas de plus grand élément. Par contre, il possède un plus petit élément qui est 2. 5 est le plus grand élément de l'intervalle 1, 5. L'intervalle 2, 20, ouvert à droite, ne possède pas de plus grand élément, mais 20 semble un bon candidat, on aurait envie de dire que c'est le plus grand élément, mais ce serait contraire à notre définition puisque le plus grand élément doit appartenir à la partie. On va donc introduire une notion plus souple que la notion de plus grand élément, c'est la notion de borne supérieure. Définition, soit E un ensemble ordonné par une relation d'ordre, soit A une partie de E. Si l'ensemble des majorants de A admet un plus petit élément, on appelle cet élément la borne supérieure, on la note sub de A. Donc par rapport à la notion de plus grand élément, le sub de A n'appartient pas forcément à A, par contre il y a également unicité. Voici un exemple. Considérons l'intervalle 2, 20. Il est fermé à gauche, 2 appartient à l'intervalle, il est ouvert à droite, 20 n'appartient pas à l'intervalle. Regardons ce qui se passe à gauche. 2 est le plus petit élément de cette partie, et c'est également la borne inférieure. Par contre, 20 est la borne supérieure, mais 20 n'appartient pas à l'intervalle, il n'y a donc pas de plus grand élément. Quant au majorant, c'est l'ensemble infini, qui va de 20 jusqu'à plus l'infini. Voici d'autres exemples. Le sub, c'est-à-dire la borne supérieure de l'intervalle 2, 8, est égal à 8. Mais comme cet intervalle est ouvert à droite, il n'y a pas de plus grand élément. Proposition. Si sub de A, c'est-à-dire la borne supérieure d'une partie A existe et appartient à A, alors c'est le plus grand élément. La borne supérieure n'existe pas toujours, mais dans R, elle existe toujours sous certaines conditions. C'est la célèbre propriété dite de la borne supérieure. Voici son énoncé. Toute partie non vide et majorée de R possède une borne supérieure. C'est une propriété essentielle à la base de la plupart des théorèmes de l'analyse. On en reparlera dans les épisodes consacrés justement à l'analyse. Nous allons maintenant parler de la notion d'élément maximal, et donc d'élément minimal, qui prend tout son sens dans un ensemble partiellement ordonné. Définition. Soit E un ensemble ordonné par une relation d'ordre. On appelle élément maximal un élément A, tel qu'il n'existe aucun autre élément de E qui lui soit supérieur. Autrement dit, quel que soit x appartenant à E, A inférieur ou égal à x implique x égale A. Considérons le cas où E est l'ensemble des nombres entiers. Munissons l'ensemble n de la relation de divisibilité. Ce n'est pas un ensemble totalement ordonné. En effet, prenons un exemple, 3 ne divise pas 5 et 5 ne divise pas 3. Si nous prenons par contre l'ensemble des entiers et que nous le munissons de la relation inférieure ou égale, nous avons affaire à un ensemble totalement ordonné. Voyons les conséquences. Considérons une partie A de l'ensemble des entiers, définie par A égale 2, 4, 7 et 8. Et regardons ce qui se passe si nous ordonnons cet ensemble par la relation classique inférieure-égale. Nous avons le diagramme de Haas et nous observons que 2 est le plus petit élément, 8 est le plus grand élément. En effet, 8 est plus grand que 7, qui est plus grand que 4, qui est plus grand que 2. Ici, la notion d'élément maximal et d'élément minimal n'a pas d'intérêt.
Prenons maintenant cette même partie, ce même ensemble, 2, 4, 7, 8, et munissons-le de la relation de divisibilité. 2 divise 4, 4 divise 8, mais 7 n'est pas relié aux autres éléments. On va considérer que 2 et 7 sont les éléments minimaux de cette partie, et 7 et 8 les éléments maximaux. Révisons toujours en gardant l'ensemble grand N et la notion de divisibilité. Prenons n tout entier. 1 divise tous les nombres. Par conséquent, 1 est le plus petit élément par rapport à la relation de divisibilité. Quant à 0, c'est le plus grand élément. En effet, n'importe quel entier n divise 0. Prenons un autre exemple. Considérons dans l'ensemble des entiers la partie 2, 4, 16. La partie 2, 4, 16 est majorée par tous les multiples de 16. Sub de A est égal à 16. 16 est le plus grand élément de A. Un autre exemple, considérons la partie comportant les éléments 3 et 5. 3 et 5 est majoré par tous les multiples de 15. Sup, c'est-à-dire la borne supérieure de 3, 5, est égale à 15, mais il n'y a pas de plus grand élément. Proposition, un plus grand élément est un élément maximal, mais la réciproque est fausse. Dans un ensemble E ordonné, il n'existe pas obligatoirement de plus grand élément, mais si E est fini, il possède au moins un élément maximal. Essayons de résumer toutes ces notions dans un tableau. Nous avons donc vu 4 types d'éléments remarquables, le majorant, le plus grand élément, la borne supérieure et l'élément maximal. Distinguons-les en fonction de différents critères. Par exemple, l'unicité, la colonne du milieu. Le majorant n'est pas forcément unique. Par contre, le plus grand élément est forcément unique s'il existe. Il en va de même pour la borne supérieure. Quant à l'élément maximal, il n'est pas forcément unique. L'ordre total et l'ordre partiel nous permettent de faire intervenir la notion d'élément maximal. Lorsque l'ordre est total, nous n'avons pas besoin de la notion d'élément maximal, puisqu'il y a confusion entre la notion d'élément maximal et plus grand élément. Par contre, lorsque l'ordre est partiel, la notion d'élément maximal, et donc d'élément minimal, devient intéressante. Regardons ce qui se passe maintenant dans la colonne la plus à gauche. Faut-il que l'élément remarquable appartienne ou non à la partie A? Eh bien, le majorant n'appartient pas forcément à la partie A. Il en va de même de la borne supérieure. Par contre, le plus grand élément et l'élément maximal sont forcément des éléments remarquables de la partie. En résumé, la borne supérieure est une notion plus souple que la notion de plus grand élément. Il suffit de penser à l'intervalle 2, 8, ouvert à droite. La notion d'élément maximal est pertinente lorsque l'ensemble est partiellement ordonné. Pensez par exemple à l'ensemble 2, 4, 7 et 8, muni de la relation de divisibilité. Cinquième partie, les relations d'équivalence. Dans les deux parties précédentes, nous avons étudié les relations d'ordre. Elles permettent de structurer un ensemble en définissant des liens entre les éléments. Ces liens sont définis à partir d'un ordre dans lequel la relation d'ordre ordonne les éléments. Une relation d'équivalence va nous permettre de structurer un ensemble en sous-ensembles que l'on appelle des classes d'équivalence. Définition. Soit R une relation binaire. On dit que R est une relation d'équivalence si elle est réflexive, symétrique et transitive. La différence par rapport à une relation d'ordre se situe au niveau de la symétrie. Une relation d'ordre est antisymétrique, une relation d'équivalence est symétrique. Cela veut dire que si un élément est relié à un autre, alors le lien a lieu dans les deux sens. Voici un exemple. E contient des livres avec des couvertures de couleurs différentes. Il y a 3 livres orange, 2 livres roses et un livre vert. Nous pouvons établir une relation d'équivalence en considérant que 2 livres sont équivalents, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont les mêmes, mais qu'ils sont équivalents à partir du moment où ils ont une couverture de la même couleur. Le livre vert est tout seul, il est relié à lui-même. Les livres roses sont au nombre de 2, ils sont chacun reliés à eux-mêmes et reliés entre eux. Il en va de même pour les livres oranges. Dans l'ensemble des droites du plan, la relation de parallélisme est une relation d'équivalence. Dans l'ensemble Z des nombres relatifs, la congruence est une relation d'équivalence. Définition. Soit R une relation d'équivalence sur un ensemble E. On appelle classe d'équivalence d'un élément X de E l'ensemble noté avec X, un point au-dessus, qui contient tous les éléments Y de E qui sont reliés à X. Si on prend un élément X de E, la classe d'équivalence, ce sont tous les éléments qui sont reliés à X. Reprenons notre exemple avec des livres aux couvertures de couleurs différentes. Le livre vert ne peut être relié qu'à lui-même, par conséquent sa classe d'équivalence est un singleton, qui ne contient que lui-même. Les livres roses, il y en a 2. La classe d'équivalence des livres roses contient 2 éléments. Quant aux livres oranges, ils sont 3, leur classe d'équivalence contient donc 3 éléments. Définition. Soit X point une classe d'équivalence, on appelle représentant de X point tout élément de X point. Définition, soit E un ensemble et R une relation d'équivalence sur E. L'ensemble des classes d'équivalence est appelé ensemble quotient. Il est noté E sur R.
Reprenons notre exemple des livres. L'ensemble quotient de l'ensemble des livres munis de la relation « les livres ont la même couverture » contient 3 classes d'équivalence. La classe des livres orange, la classe des livres roses et la classe des livres verts. Proposition. Les éléments CI de l'ensemble quotient E sur R forment une partition de E. Voici la mise en évidence de cette partition. Une partition, je vous rappelle, c'est un ensemble de parties telles que chaque partie est disjointe des autres et que la réunion de toutes les parties forme l'ensemble lui-même. Donc c'est bien le cas ici. Chaque classe d'équivalence est disjointe des autres et leur réunion forme bien l'ensemble de tous les livres. Définition. L'application phi qui va de E vers l'ensemble quotient E sur R et qui un élément x de E fait correspondre sa classe d'équivalence est appelée surjection canonique. Reprenons notre exemple des livres où les livres ont été simplifiés sous la forme de croix de couleur. Les 3 livres orange sont reliés à leur classe d'équivalence x point. Le livre vert est relié à sa classe d'équivalence x point et les 2 livres roses sont reliés à leur classe d'équivalence. On voit sur le schéma qu'il s'agit bien d'une surjection puisque chaque élément de l'ensemble d'arrivée a au moins une flèche qui arrive dessus. Proposition. 2 éléments sont équivalents s'ils ont même classe d'équivalence. Quel que soit x, y appartenant à eux, x relié à y est équivalent à la classe de x est égal à la classe de y. Définition. Soit x point une classe d'équivalence. On appelle ensemble de représentants de x point toute partie A de E qui contient exactement un représentant par classe. Voyons les choses d'une autre façon. Un ensemble de représentants, c'est une partie T de E telle que, quel que soit x appartenant à E, il existe y appartenant à T, telle que la classe de x est égale à la classe de y. Deuxième condition, quel que soit xy appartenant à T, x différent de y implique x point est différent de y point. Voyons ça sur un exemple. Prenons pour E l'ensemble des entiers z et la relation R définie par x relié à y si et seulement si x moins y est pair. Il n'y a que 2 cas possibles. Soit x est pair, alors il faut que y soit pair pour que x moins y soit pair, soit x est impair, et alors il faut que y soit impair. Par conséquent, on peut noter la classe x point comme étant les y appartenant à z tels que x moins y est pair. Voyons cela sur un schéma. On a représenté de manière simplifiée l'ensemble des entiers relatifs. 0 est relié à 2, qui est relié à 4, etc., etc. Tous les nombres pairs sont reliés entre eux. Il en va de même pour les nombres impairs. 1 est relié à 3, qui est relié à 5, etc., etc. Il n'y a que 2 classes d'équivalence. L'ensemble des nombres pairs, 0 point, et l'ensemble des nombres impairs, 1 point. En effet, la classe d'équivalence 0 point contient bien tous les nombres pairs, et ce sont des nombres tels que leur différence est paire, et la classe 1 point contient bien tous les nombres impairs. En effet, la différence de nombre impair est un nombre pair. L'ensemble quotient contient 2 classes d'équivalence, la classe 0 point et la classe 1 point. Un ensemble de représentants possible pour cette relation est l'ensemble 0,1. En effet, il ne contient bien que 2 représentants correspondant aux 2 classes d'équivalence. 0 est un représentant de la classe d'équivalence des nombres pairs et 1 est un représentant de la classe d'équivalence des nombres impairs. Proposition, soit E un ensemble et soit AI, I appartenant à un ensemble d'indices, une partition de E. Alors, il existe une unique relation d'équivalence R sur E, dont toutes les classes d'équivalence sont justement les AI. X relié à Y est équivalent à il existe I appartenant à l'ensemble des indices, tel que XY appartient à AI croix AI. Terminons par une définition. Soit E un ensemble fini de cardinal petit n. Le nombre de relations d'équivalence sur E est égal au nombre de partitions de E. Ce nombre est appelé nombre de Bell, il est noté B indice n. Nous en reparlerons dans l'épisode 7, consacré au dénombrement. Sixième et dernière partie, quelques compléments. Ces compléments ne sont pas au programme, mais ils peuvent être utiles dans certains exercices. Commençons par une définition. Soit R et R', deux relations binaires sur un ensemble E. On dit que R' est plus faible que R si, quel que soit x et y, 2 éléments de E, x relié à y implique x relié prime à y. De la même façon, soit R et R', deux relations binaires sur E. On dit que R est plus forte que R' si, quel que soit 2 éléments de E, x ry implique x R'y. La relation la plus faible est celle dont le graphe est E croix E. Tous les éléments sont reliés entre eux, cela n'apporte aucune information. A contrario,
la relation la plus forte est celle dont le graphe est vide. Aucun élément n'est relié à lui-même, ni à un autre élément. Voici un schéma représentant cette situation. À gauche, la relation la plus faible, elle est de graphe E croix E, le produit cartésien. À droite, la relation la plus forte, son graphe est vide. Nous progressons de relations faibles vers des relations fortes. R' est plus faible que R, équivalent au graphe de R est inclus au graphe de R'. Soit RI y appartenant à l'ensemble d'indices, une famille indexée de relations binaires. On peut alors définir l'intersection de ces relations. Notez intersection pour I appartenant à grand I des RI. Le graphe de cette relation est donné par l'intersection de tous les graphes. L'intersection des RI est la plus faible des relations plus fortes que toutes les relations RI. Notons R cette relation, alors X relié à Y est équivalent à quel que soit I appartenant à l'ensemble des indices, X, RI, Y. Proposition, l'intersection de relations binaires conserve les propriétés, réflexivité, symétrie, antisymétrie, transitivité de ces relations. Cet épisode est maintenant terminé. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez cliquer sur j'aime. En vous abonnant à la chaîne Math+1, vous recevrez une notification dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Un profil Facebook est associé à la chaîne. Vous y trouverez des informations détaillées relatives aux activités de Math+1. Merci et à bientôt.